bonjour tout le monde. Très heureux d'être invité aujourd'hui au Noirmont pour présenter le sujet de réalité virtuelle. Et je vais continuer à parler de la réalité virtuelle d'un point de vue plutôt technique, point de vue ingénieur, pour compléter, on va dire, la vision qui a été présentée par Alfredo. Donc pour commencer, je vais parler un peu de l'environnement que j'occupe dans la technologie et la santé. Donc moi je suis ingénieur en système, très généraliste, ça va de l'électronique à l'informatique, en passant par la conception de jeux vidéo, donc c'est une palette assez large, et c'est compliqué d'aller donner juste un titre global pour tout ça, c'est pour ça que je parle d'ingénieur des systèmes, mais on peut parler de développeur informatique, ingénieur électronique, ingénieur des systèmes embarqués, donc c'est très large, c'est une très large palette. Et de formation, je ne suis pas amené à venir travailler dans la santé directement. C'est plutôt mes expériences qui m'ont amené à aller travailler dans la santé. Donc pour présenter un peu les projets dans lesquels j'interviens, donc chez DD Robotech, ici, on fabrique des robots destinés pour les physiothérapeutes, pour aller travailler sur des robots traîneurs du coup, qui sont destinés à aller donner des outils pour soit de la réathlétisation de personnes qui ont subi des dommages musculaires, donc des pertes de motricité par exemple, et l'idée c'est de les mettre sur ces machines qui sont totalement automatisées, boostées à l'IA, donc l'idée c'est de pouvoir vraiment les mesurer grâce à des capteurs biométriques, les limites un peu de chaque patient, et de leur donner un exercice qui va parfaitement correspondre à leurs besoins. Et elles sont aussi utilisées pour des athlètes de performance. Donc ça peut être aussi pour repousser les performances d'athlètes de haut niveau. Ensuite, ici, on a un projet qui met en jeu l'EPFL et le CHUV. Donc c'est le projet NeuroRestore. Ici, on sort un peu du côté interaction virtuelle, etc. Et là, on est plutôt sur des systèmes qu'on va directement implanter dans le corps du patient, des systèmes électroniques, pour notamment soit aller se substituer à la colonne vertébrale qui a été par exemple lésée lors d'un traumatisme et aller stimuler directement en fait, les muscles, les nerfs, directement dans l'intérieur du patient, avec notamment des interfaces sur le cerveau pour aller lire les informations, décoder en fait, les patterns électriques dans le cerveau pour traduire ça en impulsion électrique. Donc il y a ce genre d'activité qu'on peut faire, ou notamment pour Parkinson, aller détecter en fait, le bruit qu'on peut avoir dans les interprétations du cerveau et de lisser ça, on va filtrer un peu ces signaux pour stimuler ou corriger les intentions dans les muscles. Donc voilà, encore une preuve de la technologie aussi à la santé. On a Psyvia, donc Psyvia c'est le fameux simulateur VR qu'on développe avec Dr Velardi. Donc on verra ça plus tard dans les workshops cet après-midi et un petit extrait en fin de présentation. En plus de ça, j'ai du coup la société Outlandsat que je dirige, qui elle est plutôt une sorte de support un peu transverse, qui agit dans tous ces domaines-là pour faire soit du support 3D, de l'audiovisuel, de la VR. C'est un peu, on va dire, le labo où on peut mélanger la science, l'art et l'innovation. C'est un peu, on va dire, le cœur de l'activité. Et en fait, mon background, c'est de l'industrie. Donc je viens pas du tout de la santé, c'est plutôt industriel. Je travaille dans l'automobile, dans le life science, la télécommunication et la microélectronique. Donc c'est un peu ce chemin qui fait qu'aujourd'hui, je travaille dans la santé. Pour revenir maintenant à la VR. Donc, Alfredo vous a déjà parlé de la naissance de la VR, d'où ça vient, ses gros cas, etc. Je fais directement un bond dans les années 2000, où c'est là que ça commence à être intéressant pour nous. Donc dans les années 2000, ce qui se passe, c'est qu'on a au niveau technologique des inventions très très performantes qui nous permettent d'aller vraiment booster la disponibilité de la réalité virtuelle pour le grand public. Donc les choses principales qu'on va avoir qui arrivent en 2000, c'est ce qu'on appelle les GPU et les IMU. Donc les GPU, il faut imaginer que les ordinateurs, jusqu'aux années 2000, ils avaient des systèmes pour faire des calculs, tout simplement. Mais voilà, c'était avec une ancienne technologie. Dans les années 2000, on a ces GPU qui sont une sorte, on va dire, de calculateurs spécialisés pour les ordinateurs pour le rendu graphique, donc les images, et qui permettent vraiment de booster, peut-être fois 10, on va dire, la vitesse de calcul des images. Et donc ces GPU, ils commencent à arriver en masse et à des prix super compétitifs. Ce qui fait que cette technologie, d'un coup, est accessible au grand public. Il va falloir encore quand même une bonne dizaine d'années avant que ces technologies soient industrialisées
et implémentés dans des systèmes complets. Et donc c'est bien dans les années à peu près 2014 qu'on a donc l'Oculus Rift qu'a présenté Alfredo, qui est du coup le casque qui va être racheté par Facebook plus tard, qui est notamment développé en Suisse. Le cœur de compétence de l'Oculus, c'est à Zurich, donc c'est pas loin de chez nous. Et c'est maintenant une expertise mondiale. On a aussi du coup le HTC Vive, qui est une autre catégorie de casque qu'on va voir ensuite. Et donc ça, c'est vraiment le point où on commence à avoir une très forte présence du matériel de réalité virtuelle à des coûts de plus en plus faibles. À partir d'ici, on peut parler de casques de l'ordre de 1000 $. Avant cette période, c'était impensable d'avoir ça pour le grand public. Une fois qu'on a passé du coup cette phase-là, on arrive dans les années 2017, et là on arrive dans ce qu'on appelle les casques autonomes. Inside-out tracking, ça veut dire qu'on a des casques qui supportent tout à l'intérieur. Ils ont des caméras, ils ont des capteurs à des prix très très faibles. Là on arrive à des casques de l'ordre de 500 $ pour le casque autonome, qui nous permet d'accéder à cette technologie, depuis chez nous, sans aller dans des centres spécialisés ou de faire des commandes de niveau industriel. Et là, on arrive donc de nos jours, 2024, on a le Quest 3 et le Vision Pro de Apple qui sortent, et là on passe encore sur une nouvelle étape dans la réalité virtuelle, on parle de réalité augmentée. L'idée de ces casques, c'est de proposer donc un pass-through couleur. Ça veut dire qu'on a le casque, il y a des caméras, plusieurs, il y en a 6 à peu près sur le casque, sur leur vision. Il faut imaginer un téléphone, mais avec 6 caméras tout le tour du téléphone. Et en fait, ça nous permet de reconstituer fidèlement au niveau des yeux de l'utilisateur la réalité qu'il voit. Donc en fait, on met le casque, on a quasiment plus de vision qu'on voit à travers un écran la réalité. C'est pour ça qu'on appelle ça pass-through. L'avantage de ça, c'est que ça nous permet directement de partir de la réalité et de rajouter des éléments virtuels petit à petit, des briques. Donc on a besoin de commencer à mettre un cube, on rajoute un cube sur la réalité, on peut manipuler ce cube, on n'a plus besoin de contrôleur, on n'a pas besoin de gants, on peut directement avec nos mains venir saisir un objet virtuel parce que les caméras peuvent aller filmer et reconnaître nos mains. Donc voilà un peu l'évolution jusqu'à aujourd'hui. Donc quel est l'état de l'art du coup maintenant de la réalité virtuelle? Pourquoi aujourd'hui c'est un potentiel thérapeutique? C'est parce qu'aujourd'hui on a tous ce microcosme de technologie qu'on peut mettre en contribution ensemble. Et les solutions aujourd'hui sont assez faibles, donc on a vraiment une capacité à aller venir innover là-dedans, de mettre tous en collaboration. Donc le premier point, c'est les systèmes VR très avancés. Donc là, on est sur des systèmes quand même très chers. On va parler d'une installation à entre 4 000 et 5 000 $. Et là, l'avantage de ces systèmes, c'est qu'on a une très très grande résolution. On a une précision incroyable au niveau du mouvement, au niveau du déplacement dans une salle. Le problème, c'est que ça coûte cher et que c'est lourd en installation. Il faut imaginer mettre des capteurs dans une salle, des caméras, c'est une installation assez lourde, mais qui nous permet d'avoir un très bon tracking, un très bon suivi de la personne dans une salle, etc. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on va aller utiliser pour de la thérapie. On va plutôt utiliser ça pour de la recherche, de la chirurgie qui a besoin d'une précision au millimètre, on va dire, donc ce genre de choses. Nous, ce qui nous intéresse principalement aujourd'hui, ça va être les casques autonomes. Donc, comme j'ai dit, c'est tout en main. Il y a toute cette histoire où les caméras, les capteurs, tout est dans le casque directement. Et c'est facile d'accès, c'est pas très cher. Ça, c'est très facile à déployer en cabinet ou à domicile. On a juste besoin d'un casque, on le met, on est même dans l'idée où on n'a même plus besoin de contrôleur. Et du coup, donc, tout le monde peut y accéder. Ensuite, on a ce qu'on appelle les casques XR, donc la réalité mixte. L'avantage de ces casques, comme j'ai dit, c'est de partir de la réalité physique et de commencer à rajouter petit à petit des éléments virtuels. Ça nous permet de faire des expositions graduées avec vraiment une décomposition des étapes beaucoup plus précises que directement plonger l'individu dans la réalité virtuelle. Ces casques sont encore très chers. Par exemple, le Apple Vision Pro, c'est 3 000 $ et c'est pas encore mass market. C'est industrialisé, mais c'est tellement compliqué d'y avoir accès qu'aujourd'hui, c'est pas encore démocratisé. Ensuite, on a ces deux familles ici, qui sont du coup les accessoires biométriques et les interfaces haptiques. Ça permet de venir compléter l'objectif thérapeutique. Donc, c'est-à-dire qu'avec des accessoires biométriques, des capteurs biométriques, on peut venir rajouter du suivi biométrique de notre patient. Donc, d'avoir un biofeedback pendant qu'on est en train de faire notre expérience. Donc, on peut avoir un tas de choses comme les capteurs d'onde cérébrale, capteurs de résistance de la peau, capteurs cardiaques. Donc on peut avoir tout ça au service du traitement.
En dernier point, on a les interfaces haptiques, et donc ça, c'est aussi une solution qui nous permet de rendre encore plus réel et concret l'expérience de réalité virtuelle, parce qu'avec des gants, avec des gilets, avec des plateformes, on est capable de venir aussi faire sentir la réalité virtuelle physiquement. On attrape un objet, on peut directement avoir un gant qui va simuler l'appréhension, donc on va avoir une résistance au niveau des doigts, donc on a vraiment cette sensation d'attraper quelque chose. On peut sentir que, par exemple, on se reçoit quelque chose sur nous, une balle, le gilet va simuler l'impact de la balle. Donc en termes d'immersion, on a vraiment cet objectif de pouvoir complètement isoler le patient ou l'utilisateur de la réalité en lui donnant des artifices au niveau des sens. Ok, donc les domaines d'application, Alfredo en a déjà parlé, j'en redis quelques mots ici. Donc on a bien sûr les thérapies d'exposition, comme on a pu le voir. Tout ce qui va être simulation et formation, donc mettre un utilisateur face à de nouvelles connaissances à apprendre, à acquérir, ou de l'entraînement. Donc bien sûr, ça peut être dans le médical, mais il faut imaginer que ça peut être aussi beaucoup plus vaste. On peut parler de ça dans le BTP, ils utilisent énormément ces systèmes-là. Dans la conduite, par exemple, pour mettre des élèves face à des situations. Donc c'est déjà pas mal utilisé, surtout dans le milieu industriel. Ensuite, on a tout l'aspect monitoring. Donc grâce à ces capteurs, on a beaucoup plus de données qu'on peut avoir juste avec une simulation virtuelle. L'idée, c'est vraiment comment on couple la réalité virtuelle avec des mesures dans le monde réel, et notamment du retour haptique. On a bien sûr tout ce qui est relaxation et pleine conscience. Ça, c'est presque, on va dire, le plus simple, c'est prendre l'individu et juste le placer dans un autre environnement. On va parler du mauvais temps, il fait mauvais temps, on place la personne dans un environnement où il fait beau, à la plage. C'est ce type de choses qu'on peut réaliser. On a donné déjà quelques mots sur la motricité et la rééducation. Donc là, pareil, c'est prendre un individu qui a des problèmes de motricité et c'est le mettre face à des stimuli visuels qui vont favoriser la mobilité, notamment avec des exercices guidés, par exemple. Et l'avantage de la réalité virtuelle, c'est qu'on va traquer le mouvement de l'individu. Donc on peut voir ses mains se déplacer, on peut lui faire un exercice très précis. Et la précision qu'on a avec les casques autonomes permet quand même d'aller chercher ces exercices-là. On n'a pas besoin de super solutions très très chères. Un dernier point qu'on n'a pas mentionné encore, c'est tout ce qui va être support marketing. Donc bien sûr, la VR permet de faire toutes ces choses, on va dire, théoriques et académiques, si on peut dire, mais c'est aussi un nouveau support marketing, donc pour faire de la démonstration, des visites de locaux, de la projection. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on immerge directement l'individu qu'on cherche à cibler dans une réalité virtuelle qui représente ce qu'on veut lui montrer. Donc on est quand même plus immergé que, par exemple, face à une vidéo, un flyer, etc. C'est une solution marketing. Ensuite, un point sur l'IA qu'on n'a pas encore mentionné. Donc l'IA, c'est un peu la trend aujourd'hui. On utilise l'IA pour tout et n'importe quoi. Demander une recette de gâteau, savoir comment s'habiller potentiellement, des choix de couleurs. C'est ChatGPT aujourd'hui. Okay, l'IA, on a vraiment cette idée, ChatGPT, fais-moi ci, fais-moi ça. Sauf que l'IA, ça va beaucoup plus loin d'un point de vue industriel et technique. C'est pas seulement ce qu'on appelle les LLM, donc des modèles de discussion. L'IA, ça peut être aussi un super pouvoir pour toutes les applications informatiques et industrielles. En l'occurrence, ici, nous, dans la VR, on peut l'utiliser pour booster les performances de notre application. Par exemple, on a parlé d'avatars précédemment avec Alfredo. Bah, ces avatars peuvent fonctionner à l'IA, c'est-à-dire qu'on va leur définir un cadre de route, des guidelines, des règles de conduite, des règles de réaction par rapport à des cas standards, etc. Et ensuite, l'IA va être capable de s'adapter directement en temps réel dans l'application. Par exemple, en ajustant son ton, ses émotions, son discours, par rapport aux réactions et aux données biométriques du patient, en temps réel. Donc là, on est vraiment sur des fonctionnalités du futur. En termes d'analyse des données capteurs, ça aussi, c'est un point où l'IA est très très forte et beaucoup plus performante que nous, humains, et même que certains logiciels. Donc aujourd'hui, comment on traite des datas brutes, style HRV, EEG? On met ça dans des logiciels, les logiciels génèrent des courbes, ensuite il faut prendre ces courbes, on les filtre, on les prépare, on enlève les points exotiques, et on essaie d'avoir des résultats par rapport à nos analyses en tant qu'humains. L'avantage de l'IA, pour l'avoir bien utilisé, dans ces cas d'application,
En fait, on génère les datas, on donne tout ça à l'IA. Bien sûr, il y a un petit peu un temps de préparation des datas pour que l'IA puisse les intégrer, mais l'IA va ensuite travailler à détecter des patterns d'une façon non humaine. Donc elle va juste croiser les datas, générer des assumptions, et ensuite, par exemple, détecter des signatures psychologiques pour associer à certaines pathologies, qui ne sont pas forcément détectées de façon naturelle par des méthodes naturelles ou usuelles. Donc l'idée de l'IA, c'est vraiment d'aller donner un autre point de vue sur les données qu'on a l'habitude d'utiliser dans un temps beaucoup plus court que le temps humain. Dernier aspect de l'IA, c'est la personnalisation. C'est un peu l'idée des avatars qui s'adaptent aux patients. L'idée de la personnalisation, c'est par exemple d'adapter le niveau de difficulté, la durée d'une expérience, selon aussi les biomarqueurs du patient. Par exemple, aussi en faisant des suggestions sur quel type d'expérience faire, à quel moment, selon les réactions. Ensuite, je vais parler des facteurs d'adhésion et d'engagement. Pourquoi la VR est aussi intéressant en termes de médecine? C'est pour plusieurs facteurs clés du coup d'adhésion et d'engagement. Le premier, donc, c'est la gamification. Donc ça, c'est un principe psychologique qu'on utilise énormément dans l'industrie pour fidéliser et engager les utilisateurs. C'est ce qu'on appelle la gamification. Donc c'est comment introduire sur des méthodes qui sont déjà utilisées depuis des années, dizaines d'années, comment introduire des objectifs, des scores, des récompenses dans une thérapie, dans une expérience, dans n'importe quelle utilisation, on va dire, d'une expérience VR. L'avantage de la gamification, c'est que ça motive les utilisateurs à rester engagés dans l'expérience, à aller plus loin, d'aller explorer plus loin que ce qu'ils auraient pu faire sans cette gamification. Ensuite, on a l'aspect feedback immédiat. L'avantage d'avoir un support de réalité virtuelle, c'est qu'on voit directement les avancées qu'on fait. Donc on a directement, je prends un objet, je le déplace, je le mets ailleurs, on voit directement, concrètement, le déplacement de l'objet dans l'environnement dans lequel on est. C'est pas seulement une image mentale qu'on doit construire, les patients ils voient concrètement donc, les avancées. Ce qui aussi participe un peu à la boucle de gamification, la récompense, c'est un peu ça qu'on cherche. Ensuite, on a donc l'immersion. L'immersion, c'est l'idée, comme on a dit, de couper le patient, on le met dans un environnement. Ouais, ça joue. On met le patient dans un environnement totalement coupé, et donc du coup, il est totalement concentré sur la problématique. On déstigmatise l'expérience parce qu'on est dans un cadre ludique et du coup neutre. Donc on est loin d'une image anxiogène, d'une thérapie. Et pour rapport aux nouvelles générations, c'est un outil qui va être familier, ils grandissent là-dedans. C'est aussi une façon d'aller fidéliser ou au moins intéresser les nouveaux patients, la nouvelle génération. Donc les perspectives futures qu'on a, c'est le matériel qui fait que augmenter, de plus en plus performant, de moins en moins cher, de plus en plus intégré et de plus en plus interopérable entre différentes technologies. Et du coup, là, on a la vidéo sur Psyvia, donc un petit extrait pour ceux qui n'accèdent pas au workshop, pour voir ce que ça donne. Et du coup, on est bon, on peut passer aux questions. Tu peux remettre la diapo aussi, juste pour finir. Merci.